Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, y'a personne au bout du fil? J'écoute. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Ça va aller bien. Ça va aller très bien, gamin. Et salut à toutes et à tous, c'est Adrien et bienvenue dans Pop Tier. Comment ça va Thomas ? Ça va super, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pop Tier. Ouais, un épisode spécial, un épisode complètement d'actu parce que là on vient de sortir d'un film qui va faire grand bruit, le dernier Marvel. Mais avant de lancer l'épisode, on vous réexplique le concept pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Dans Pop Tier, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries, en passant par les jeux vidéo. Moi c'est Adrien et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur toutes les sorties du moment avec un épisode toutes les 2 semaines. On classe les œuvres dans 4 catégories, scénario, réalisation, acting et design, et à la fin, on attribue une note de S à D afin de les intégrer dans notre tier list. Et Thomas, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une tier list, s'il te plaît ? Ouais, c'est super simple, une tier list, c'est un classement subjectif. Dans Pop Tier, on a décidé de classer les œuvres de pop culture qu'on découvre tout au long de l'année. Il y a 5 notes possibles. S, ça veut dire excellent, A, c'est très bon, B, c'est bon, C, c'est moyen, et D, c'est mauvais. Parfait, et petit rappel d'usage, si vous voulez nous mettre des étoiles et vous abonner, ça nous aide énormément. Sur Apple Podcast, il vous suffit de vous rendre sur la page de l'émission Pop Tier, d'aller tout en bas et de mettre des étoiles avec un petit avis. Et sur Spotify, c'est encore plus simple, vous pouvez mettre des étoiles tout en haut de la page de l'émission. Et surtout, n'hésitez pas à parler de Pop Tier autour de vous, ça nous aide énormément pour nous faire connaître. Allez, maintenant que tout a été dit, de quoi on va parler Thomas aujourd'hui ? Aujourd'hui, on parle raton laveur, blaster et mixtape avec les Gardiens de la Galaxie 3. Allez, c'est parti ! Je vous la fais courte. Je m'appelle Star-Lord. J'ai fondé les Gardiens. J'ai rencontré une fille. Je suis tombé amoureux. Cette fille est morte. Et puis elle est revenue. Sauf qu'elle est devenue tarée. Comment oses-tu? Tu as oublié quelques infos importantes, mais tu as résumé l'essentiel. Alors, Les Gardiens de la Galaxie 3, qu'est-ce que c'est ? C'est le dernier film en date des productions Marvel adapté des comics du même nom. Il est réalisé, comme les 2 premiers épisodes, par James Gunn et on retrouve dans les rôles principaux Chris Pratt, Zoé Saldana ou encore Dave Bautista. Thomas, tu peux nous pitcher rapidement l'histoire du film avant qu'on passe à la critique ? Ouais, rapidement, on retrouve les Gardiens de la Galaxie qui sont bien installés désormais dans leur QG à Nowhere et ils font la rencontre d'un nouveau héros vilain qui s'appelle Adam Warlock et en réalité, c'est un film qui parle beaucoup de Rocket Raccoon. Rocket, qu'on avait déjà vu dans les 2 premiers épisodes. C'est un épisode qui est très très centré sur lui et sur une quête des autres gardiens pour l'aider, tout simplement, sans trop spoiler. Ouais. Donc, voilà un petit peu le pitch de base de ce film qui va nous permettre d'explorer le passé de Rocket à grand renfort de séquences larmoyantes qui m'ont personnellement beaucoup touché. Il faut savoir que c'est une fin de trilogie et c'est une fin d'arc pour ces Gardiens de la Galaxie. James Gunn ne reviendra pas pour réaliser un Gardien 4. Il l'a dit depuis longtemps. Un certain nombre d'acteurs des Gardiens de la Galaxie ont déjà dit qu'ils raccrochaient après ce film-là. Et on sent que c'est une fin de cycle pour ce 3e film qui raccroche les wagons. Et franchement, le fait plutôt bien pour parler du scénario. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Déjà, le fait d'avoir centré le film sur Rocket, je trouve que c'est une très bonne idée. Et parce qu'on n'en connaissait pas grand-chose en fait de ce personnage. Et il se trouve que c'est le personnage préféré de James Gunn. Et ça se voit, puisque il lui rend vraiment hommage et honneur dans ce 3e film. Ainsi que tous les autres gardiens, l'air de rien, qui ont leur chance de briller, eux aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'était une excellente idée de centrer sur Rocket. Rocket qui est un perso un peu binaire dans les 2 premiers, c'est vraiment le petit énervé, le petit gars à qui on peut rien dire, voilà, qui déteste qu'on lui donne des surnoms, qu'on l'appelle le rat, qu'on l'appelle le panda, qu'on l'appelle, je sais plus, il y a tellement de surnoms qui lui sont donnés dans les 2 premiers. Et là, c'est vrai que c'est intéressant, on parlera peut-être de la forme après, la forme du film, mais j'ai trouvé la forme un peu facile, par exemple, que ça, sans spoiler, mais on s'en doute, ça parle pas mal de flashbacks parce que dans les premiers Gardiens de la Galaxie, on sait que le passé de Rocket a été très compliqué. Et on ne savait pas exactement d'où venaient en fait ses cicatrices, d'où venait son côté dur en fait et pourquoi il était énervé contre tout le monde. Là on l'apprend en long, en large et en travers, à grand renfort de flashbacks, ce que je trouve un peu facile. Mais bon, ça c'est plus côté réel et montage. Mais au niveau du scénario, je trouve ça super intelligent parce que ça permet de tous les réunir, tous les gardiens, ceux qu'on a connus dans le premier, ceux qu'on a connus aussi dans le 2, parce que Nebula on l'a connu que dans le 2e. Pareil pour Mantis, etc.
Donc voilà, c'est des personnages qui fonctionnent, je trouve, super bien ensemble, ce qui est quand même très compliqué. Parce que récemment, tu vois, on a fait un pop classique sur les films de la phase 1 de Marvel, et notamment Avengers, et on disait que c'était quand même un exercice un peu casse-gueule de réunir autant de super-héros. Complètement. Là, je trouve que James Gunn s'en sort super bien. Le groupe vit bien, comme on dit dans le milieu footballistique. Non, mais vraiment, il y a quelque chose de très organique en fait dans ce groupe-là. Chacun a son moment de bravoure, chacun a sa petite blague, son moment d'émotion. Je trouve ça vraiment super bien construit, quoi. Ouais. C'est un exercice pas évident hein, que de clôturer une trilogie. On le sait, on en a vu beaucoup au cinéma. Parfois, les troisièmes films sont parfois oubliables, parfois ils sont inoubliables aussi parce qu'ils sont particulièrement bien gérés. Et là, je trouve que, on va pas se mentir, le deuxième épisode des Gardiens de la Galaxie était un peu faiblard, pour ne pas dire médiocre. Et ce troisième épisode m'a vraiment réconcilié en fait avec cette licence Gardiens de la Galaxie, parce que vraiment on développe ces personnages, même le personnage de Star-Lord qui est pour le coup celui qu'on a le plus traité dans les deux premiers films, même celui de Nebula, celui de Gamora aussi, qui revient par un truchement scénaristique qu'on ne vous expliquera pas ici. Mais qui fonctionne. Mais qui fonctionne quand même. Il y a ce côté-là. Moi, je trouve que c'est un épisode qui fait un petit peu somme des trois films Gardiens et qui en plus doit gérer le fait que c'est un film post-Endgame et Endgame a pas mal influencé et impacté les Gardiens de la Galaxie, et je trouve qu'il gère vraiment tout son cahier des charges de main de maître tout en apportant un vrai truc à cette petite mythologie des Gardiens qu'on avait commencé à créer déjà en 2014 quoi. En fait, on retrouve une vibe 2014. En fait, vraiment, j'ai retrouvé ce plaisir que j'avais eu à découvrir les Gardiens à l'époque, parce qu'on s'en rappelle, hein, vraiment, c'était un renouveau pour Marvel, pour aussi le genre super-héroïque. Il y avait quelque chose, il avait ramené vraiment une nouvelle façon de créer une ambiance, etc. Enfin, James Gunn, voilà, c'est un mec de la trauma, donc qui sait faire des trucs un peu décalés. Mais là, il avait réussi à adapter son style un peu fou, un peu bizarre, à un carcan qui est quand même très enfantin. Et il n'oublie pas d'être justement de parler aux enfants dans ce film aussi. Il y a un côté adulte-enfant qui marche super bien, je trouve, dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Il y a des moments, t'as l'impression de voir un film de braquage un peu fauché, bizarre, où ça va vite et il y a des gens qui se prennent des balles dans la jambe. Tu fais, ouais, je suis dans un Marvel, qu'est-ce qui se passe, ok. Il y a quand même une insulte, il y a un fuck qui est lâché dans ce film aussi. C'est le quand même premier bombe de l'univers Marvel. C'est ça, le premier F-bomb, qui est lâché bizarrement, je trouve, mais qui est présent. Donc voilà, on sent qu'il lui a un peu donné beaucoup plus de liberté qu'auparavant, et qui se sont dit, bon allez, c'est son champ du signe, c'est son barreau d'honneur, on va lui filer carte blanche, en tout cas un peu plus que d'habitude, et tant mieux, parce qu'en fait tu sens qu'il a pu se faire plaisir, et je pense qu'il n'aurait pas fait ce film-là si ça n'avait pas été une fin de trilogie et s'il était resté dans l'écurie Marvel, parce que précisons vite fait qu'il est maintenant patron de DC Studios, ce qui fait que maintenant il s'est débarrassé de tout ça, et c'est peut-être pas plus mal pour avoir fait un beau film comme ça. À ce sujet, si vous êtes très intéressé par l'actualité pop culture, on vous renvoie évidemment à notre deuxième podcast qui s'appelle Pop News, que vous retrouverez également dans notre flux de podcast Pop Tien. Pop News, c'est toutes les 2 semaines le gros récap de l'actualité pop culturelle, cinéma, séries, tout particulièrement un petit peu jeux vidéo, mais moins en ce moment. Et donc du coup, on en parle régulièrement de la prise de contrôle de DC par James Gunn, et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, et vous aussi. Mais effectivement, James Gunn s'est pas reposé sur ses lauriers avec ce troisième film, j'ai trouvé. Il apporte vraiment tout ce qu'il devait apporter avant de partir. Et vraiment, il y a ce côté, en fait, tout ce que j'ai à dire là, je le dis, il faut le dire, le film est quand même long. 2h30 Ouais, 2h30, 150 minutes. J'en peux plus, moi, des films de 2h30 là en ce moment, il y a que ça. Je ne savais pas, avant de me lancer dans le film, que le film durait 2h30, et j'ai trouvé que ça passait plutôt bien en fait. Quand je me suis rendu compte que j'étais sorti et qu'il était déjà 21h, alors que j'étais entré dans la salle de cinéma à 18h, je me suis dit, ah oui, d'accord. Et donc, ce qui est quand même un point positif pour dire que même malgré ça, ça passe plutôt bien. Côté scénario, il y a un truc que je voudrais dire quand même. J'ai parlé d'Adam Warlock tout à l'heure. C'est un personnage qu'on nous met en place, je crois que c'est dans la scène post-générique du 2. Exactement.
J'étais un petit peu déçu par son traitement. Alors on le traite un petit peu comme un ressort comique, comme un heureux débile. Je sais pas si dans les comics Adam Warlock est comme ça, je pense pas, mais c'est vraiment une façon d'avoir encore un petit peu plus de touches d'humour dans ce film. C'est l'humour Marvel, est tellement synthétisé en fait dans la façon qu'a James Gunn d'écrire ses personnages. Je trouve que ça fonctionne toujours bien, mais c'est vrai que je suis un petit peu laissé sur ma faim de ce traitement d'Adam Warlock, où je m'attendais à chaque fois à Adam Warlock, on te dit c'est une espèce de dieu en fait, et là pour le coup c'est un petit peu remisé un peu au placard, quoi. Bah, en fait, c'est comme tu viens de le dire, tu vois limite sur le scénario écrit Adam Warlock, ressort comique, point barre, en fait, il n'y aura rien de plus. C'est vraiment ça. Parce qu'il a un cahier des charges compliqué aussi, il doit finir une trilogie. S'il en avait fait un 4e, je pense qu'Adam Warlock aurait eu plus d'impact. Peut-être, ouais. Aurait été plus présent, en tout cas différemment. Will Poulter, qui joue donc Adam Warlock, qu'on avait vu dans Le Labyrinthe, qu'on a vu dans Détroit, qu'on avait vu dans Les Miller, une famille en herbe. Waouh. Ouais, je sais, je sors ça un petit peu du chapeau, mais je l'ai. Film sympa d'ailleurs, avec Jennifer Aniston et Jason Sudeikis. Bref, et en fait, tu sens que il est là pour faire le rigolo, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui... Enfin, si, c'est ce qu'on lui demande, mais je veux dire, c'est un peu dommage de pas l'exploiter, cet acteur qui est très bon au passage. Mais bon, tant pis. Pareil, on voit pas Nova aussi, Nova qui est un personnage important des comics, qui aurait pu être sympa dans cet épisode 3. Mais tu sens qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Oui. Peu de temps pour le faire. En tout cas, peu de temps pour le montrer. Donc, il a fait des choix, il a fait des coupes. Moi, ça me va, ça me dérange pas. Les Gardiens, c'est quand même un truc qui normalement n'aurait pas dû exister au cinéma. Hein. C'est un peu une anomalie aussi. Hein. Donc, c'est incroyable quand même. En fait, c'est vrai. Imaginez qu'il y a autant de films Gardiens de la Galaxie que de films Iron Man et que de films Captain America. C'est vraiment dire quelque chose d'assez fou. C'est-à-dire que cette licence-là, qui était même pas dans la 3e catégorie en fait des films des super-héros, a réussi à s'imposer à ce point-là au box-office, mais aussi dans l'espace pop culturel, parce que très probablement que ce film-là va être le film le plus et faisant le plus de recettes Marvel en 2023. Il vient d'ailleurs de dépasser... Ouais, non, c'est dingue. Il vient de dépasser Mario au box-office US. Ça y est, il est passé devant. Voilà, donc Marvel reprend un peu le dessus. Il vient de sortir. Il vient de sortir, mais quand même, ça prouve que voilà, il y a une demande, une attente du public. Les critiques sont très bonnes. Donc ouais, non, il était attendu. Tout le monde parle du meilleur film après Endgame. On peut peut-être évoquer ça. Consensus, quoi. Ouais. On peut peut-être évoquer ce sujet. Ouais, on peut, bien sûr. Et en même temps, c'est pas très compliqué, vu ce qu'on a eu après Endgame, de faire mieux. Oui. Parce qu'il était temps qu'on ait un film un peu sympa, en fait. Il était temps que quelqu'un prenne une caméra et fasse un truc cool. Et un peu fun, parce qu'il faut pas oublier que c'est fun, normalement, les Marvel aussi, quoi. Parce que Black Panther 2 était cool, mais pas fun. Il y a eu des films comme ça. Doctor Strange 2 était bancal. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué, hein, la phase... c'est la phase 5, actuellement. Ouais. Et donc, oui, c'est ça, phase 5. Je commence à être paumé là, tout ça. Mais oui, normalement, je crois que la phase 5 commence avec Ant-Man 3. C'est ça, ouais. Donc oui, en fait, il faut bien voir que depuis Endgame, le Marvel Cinematic Universe se cherche, mais à dessein. C'est-à-dire qu'il se cherche de nouveaux héros, mais en même temps, il doit donner des fins de cycle à ses premiers héros. Qui étaient là sur les 4 premières phases. Et vraiment, on a un sentiment on teste des choses, des films de genre, des films plus dans la variété, dans la représentation aussi de certaines minorités qui n'étaient pas du tout représentées précédemment. Il y a aussi ce fait de se dire, ok, il faut mettre en place ce que va être la nouvelle équipe Avengers. Mais dans le même temps, on a ces autres personnages, je pense à Black Widow par exemple, à qui il faut dire au revoir, au Gardien de la Galaxie avec ce 3e épisode. Il y a ce truc-là, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un film un peu sympa qui sort, les gens crient tout de suite « Ah, c'est le meilleur film UMCU d'Endgame ». Mais là, honnêtement, je pense que ce serait dire trop peu des Gardiens 3 que de dire « C'est le meilleur film depuis Endgame ». Parce que c'est très net, déjà. Parce que, aussi, la concurrence est relativement faible sur ce poste. Bien sûr. Donc, évidemment, alors c'est vrai que Black Panther 2 était pas mal, mais on en a parlé déjà dans Pop Tier. Il y avait des trucs
qui était moins bien réussi. Et là, je trouve que déjà, le socle scénaristique, et vous savez qu'on aime bien en parler, et souvent on parle beaucoup du scénario dans Pop Tier parce que ça nous marque vraiment, je trouve que le socle scénaristique des Gardiens 3 est vraiment très solide. Il est super solide. C'est vraiment un manège, en fait. Tu vois vraiment ça comme une attraction qui ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que t'as pas vu passer les 2h30. Vraiment, le rythme est super soutenu, le rythme est cool, le rythme est vraiment excellent. Et il se passe toujours quelque chose. On a beau connaître tous les persos, on a beau voir à peu près les enjeux et ce qui va se passer, on n'est pas à l'abri d'une surprise pendant tout le film. On a un peu peur pour certains gardiens, on a un peu peur pour vraiment pour ce qui se passe. Et puis et on les aime aussi, ces personnages, même si le 2, tu l'as dit, bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est médiocre, les gardiens 2, il est pas très bon, mais il est vraiment pas bon, mais pas médiocre non plus par rapport au reste de Marvel. Il y a des trucs bien pires, mais on les aime quand même, ces persos, quoi. Moi, je sais que le fait qu'il ait créé un style avec cette bande de renégats de l'espace, moi je les adore. Enfin, ça fait quasi 10 ans en fait qu'on les suit, et qu'on les suit pas que dans leurs films, on les suit dans Avengers, on les suit dans d'autres films, etc. Même dans Thor 4, ils apparaissent vite fait. Donc on les aime bien, et comme tu l'as dit, ils font partie de la pop culture. Ouais. Et donc là, de voir la fin de ces persos-là, aussi bien écrite, aussi bien rythmée, aussi drôle. Franchement, je me suis marré. Et la salle se marrait. Vraiment, il y a plein de fois où on rigolait, quoi. Ouais. Franchement. Qui est un mélange des genres aussi. Il y a beaucoup de genres différents dans ce film. Ce que je trouve très, très cool. Je te dis, je parlais de film fauché, et en même temps, tu sens que des fois, il se fait ultra plaisir à se faire son truc space opéra, mais 10 fois plus que dans les 2 premiers. Je trouve ça trop cool, quoi. Et vraiment, ça fait plaisir d'avoir une vision. Tu sens qu'il y a une vraie vision. Il y a un bon méchant. Moi, j'ai vraiment aimé le méchant aussi. L'antagoniste est cool. Ses motivations sont vraiment cool. Elles sont vraiment intrinsèquement liées aussi au destin des héros, notamment sans doute Rocket, bien sûr, qui est vachement mis en avant dans la bande-annonce. Hein. C'est pas un spoiler. Et tu fais, ok, merci, ça ramène. En fait, il y a une échelle ultra globale, en plus, il y a une échelle extrêmement macro du truc, parce que dans l'univers, ça se passe, et il y a même littéralement des planètes entières où l'antagoniste a une présence et un impact. Et en même temps, on ramène ça aussi au côté micro de l'équipe, et je trouve ça trop cool. Franchement, c'est ultra bien écrit, ultra fluide. Ouais, et à tel point que tu disais, on a pas mal parlé d'humour, mais moi je reviens au côté émotionnel, et il y a des moments j'avais vraiment la boule dans la gorge, quoi. Et ça fonctionne vraiment à ce point-là, et c'est très rare pour moi devant un film Marvel, d'autant plus. Non, honnêtement, ça montre qu'il y a quelque chose qui est vraiment réussi dans ce film. C'est aussi le fait que c'est le 3e, et que tu sais que c'est les adieux, que tu les reverras probablement pas, que du coup tu t'en profites, quoi. Et je trouve que là-dessus, c'est quand même un strike, quoi. Ouais, non, clairement. Franchement, j'étais surpris. Moi, vraiment, je m'attendais pas à passer un aussi bon moment. Et tu vois, là, j'irai pas le revoir au cinéma parce que c'est un peu long, etc. Mais je le reverrai avec grand plaisir quand il sortira sur les plateformes. Et vraiment, excellente surprise, quoi. Donc, le scénario, je pense qu'il faut qu'on le note parce qu'on a d'autres choses à dire après. Je vais pas lui mettre un S, c'est bien trop, mais je vais lui mettre un A parce que c'est une très belle fin de trilogie. Ouais. C'est super bien écrit, tu sens qu'il s'est fait plaisir, tu sens qu'il aime sa personnage, tu sens qu'il a voulu aller plus loin et proposer plus de choses aussi aux spectateurs. Pas simplement respecter un cahier des charges, non. Il voulait aussi faire une belle sortie pour ses persos, et puis voilà. Non, franchement, non, très belle fin. C'est un A également pour moi. T'as raison, c'est difficile de mettre un S là-dessus, même si ça pourrait tendre vers le S. Je sais plus combien on avait mis au scénar de Black Panther 2, mais en l'occurrence, il y a vraiment la difficulté supplémentaire de dire que c'est une conclusion de trilogie, et donc en ça c'est encore plus dur, et vraiment il le réussit super bien. Ma mission sacrée, c'est de créer la société parfaite. C'est pas qu'il aimait la perfection. C'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont. Parlons de la réalisation et du montage désormais de ces Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc on le disait, c'est le retour de James Gunn à la caméra, et c'était pas dit, puisque hors cinéma, il avait été plus ou moins limogé de Disney avant d'être récupéré
par ses stars, mais le voilà donc pour un dernier rodéo chez Marvel, et tu sens que voilà, il a explosé tout le cadre, et il s'est dit on s'amuse aujourd'hui. Déjà, c'était déjà le cas dans les 2 premiers, et c'est déjà le cas dans sa filmographie, mais celui-ci, tu te dis c'est fou d'un point de vue design, on en parlera, c'est fou d'un point de vue réal aussi, d'un point de vue action, mais aussi d'un point de vue rythme et mouvement de caméra. Il se permet des choses qui se permettaient pas avant. Il y a vraiment ce côté allez, on y va, quoi. Ouais, il lâche les chevaux, clairement, il lâche les chevaux. Il y a un vrai plaisir, tu le sens derrière la caméra. Il est content de filmer ses héros, il est content de filmer les lieux qu'on n'a pas forcément vus avant. Il arrive à super bien iconiser les personnages, alors que ça fait 2 films quand même. Mais là, on est content de les retrouver et de les voir sous un autre angle aussi, quoi. Ouais. Il y a dès l'intro, en fait, on est tout de suite pris à la gorge par l'émotion, par sa façon de filmer, alors que d'habitude c'est beaucoup plus punchy, mais là en fait il arrive à installer une mélancolie, mais vraiment dans les 10 premières secondes, et tu fais ah ok, bon moi j'ai pas encore vu ça, et c'est marrant de filmer ça de cette façon-là. Bon bah très bien, je suis ce perso-là avec un travelling. Ouais. Dans mes souvenirs, c'est bien un travelling, hein, c'est ça, hein, tout le long de ses déplacements à Nowhere. T'as une séquence, parlons-en, dans le couloir à la toute fin. Bon, tout le monde sait, si vous l'avez vu, et vous savez de quoi on parle. Ouais. Allez voir ce film, à rien limite que pour cette séquence en plan séquence. Folle, mais juste incroyable. Cette séquence m'a fait penser au plan iconique d'Avengers 1. Ouais. Où je me suis dit, peut-être qu'on a trouvé quelque chose qui peut toucher du doigt cette perfection-là qu'on avait vue. Et je me suis dit, il a réussi à le faire, quoi. Ou quasi. Et là, je me suis dit, comme quoi c'est possible quand on se sort les doigts, quoi. C'est vrai, c'est exactement ça. Et en plus, je sais pas, j'ai eu ce moment où, avant qu'elle commence, la séquence commence à peine, et tu sais qu'il va y avoir un truc. Et je sais pas pourquoi j'ai senti que ça allait être spécial. Et tu fais, c'est marrant quand même, c'est juste un petit couloir comme ça. Et en fait, d'un coup, ça part pendant facile 3-5 minutes, je pense. Ouais, peut-être moins. Allez, on va dire en tout cas 2-3 minutes sur 2 plans séquences où ça se bastonne, et chaque personnage a son moment privilégié, et il y a des idées ultra ingénieuses de mise en scène pour taper des gueules, hein, clairement. Mais c'est génial en fait, c'est juste ultra malin, et dans un espace très restreint, dans un espace qui fait pas plus de 5 mètres de large, quoi. Ouais. Donc c'est super, c'est ultra intelligent. Donc ça, c'est une des séquences. Mais derrière, en fait, il arrive à tout de suite prendre du recul en te montrant une planète, un vaisseau qui décolle, mais un vaisseau gigantesque qui décolle. Je sais pas, il y a des idées à foison, et en même temps, il arrive aussi à remettre ça sur le côté humain où on est toujours à hauteur d'homme. Non, franchement, c'est très très intelligent. Mais déjà avant, il était bon, hein, James Gunn. Hein. Oui. Déjà l'intro du 2, par exemple, où ils se battent et on voit Baby Groot qui est en train de se balader sur la musique de Mr. Blue Sky. C'était déjà super intelligent et super drôle comme mise en scène, quoi. Ouais, il y a de ça. Je vous invite évidemment à regarder Super, qui est sa première entrée dans le monde du super-héros, et tu sens déjà ce potentiel chez James Gunn. Et évidemment, plus on lui donne d'argent, plus il en fait quelque chose, et en fait on lui dit jamais non, donc il continue et il poursuit. Et le fait est que c'est extrêmement plaisant à regarder. Je reviens, là t'as beaucoup parlé de réalisation, mais sur le montage, le montage participe énormément du fait que je me suis pas du tout ennuyé sur un film de 2h30. Et j'ai jamais regardé l'heure, et je me suis jamais dit ça commence à être un peu long là, quand est-ce qu'on avance. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui avance, et c'est vraiment tu sais exactement quel est l'enjeu, et cet enjeu est extrêmement fort d'ailleurs pour ce film, alors que souvent c'est un des trucs qui pêche un peu dans les films Marvel, où tu dis oui, c'est le même enjeu que d'habitude. Là, il y a un enjeu extrêmement personnel pour toute la team, mais aussi pour les spectateurs, puisque cet enjeu, on commence à avoir, il y a un impact émotionnel en fait. Il y a une course contre la montre qui est mise en place dès le début, donc en fait on se dit et donc le montage joue énormément, complètement. Ah ouais, carrément. Et donc du coup, honnêtement, j'ai pas envie de dire que c'est une masterclass, parce que le mot est devenu très galvaudé, mais c'est très très fort, quoi. C'est super fort, mais par contre, c'est ce que je disais en intro dans le scénario, et je voulais en parler en réel, il y a
un petit peu de facilité côté montage Oui. avec les flashbacks. C'est Oui. un style et c'est une façon de faire qu'on a déjà vu auparavant, plein de fois. Mais est-ce qu'il avait un autre moyen de le faire? C'est ce que j'allais te dire. C'était un peu trop compliqué. Je pense que oui, il aurait pu faire autrement, mais J'allais te dire, à des moments, je me suis dit, en fait, un si peu ça se redondant, trouve, quoi. oui, en fait, si ça se trouve, tous ces flashbacks qui se répètent à des moments, encore qui travaillent pas mal sur comment les introduire dans la caméra et Les transitions, d'avoir ouais. des transitions qui sont relativement ok. Parfois, je me suis dit, en fait, si ça se trouve, tout ça, ça aurait très bien pu être un moyen métrage, un court métrage qu'ils auraient pu balancer sur Disney+. Ça aurait été dommage, honnêtement, oui. de pas mettre ça là-dedans. Mais tu te dis, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, c'est sûr, quand les gens vont avoir la copie VOD de ce film, ils vont faire des remontages YouTube avec juste les phases de flashback, et ce sera tout. Mais je trouve quand même qu'on a un impact supérieur à avoir tout ça, et certes, les séquences sont un peu binaires. Il y a le côté, bon, là pas flashback, là flashback, là pas flashback, là flashback. Mais bon, c'est vrai que sur la forme filmique, je sais pas si tu pouvais faire autrement. C'est quand même un film qui se destine à peu près tout le monde, un public familial. Est-ce que c'était pas trop compliqué de faire autrement? Moi, je trouve que ça va, mais c'est vrai que c'est un peu facile parce que c'est vu et revu, bien sûr. Mais je retiens quand même le côté extrêmement efficace de la chose. C'est efficace, évidemment. Sinon, bon, de toute façon, on le verrait pas au cinéma hein, si les flashbacks c'était pas efficace. Donc, évidemment que c'est efficace. C'est juste que je pense qu'il avait pas trop de choix de faire ça comme ça. Parce que avec ce qu'il veut raconter, c'était un peu trop compliqué, je pense. Ou alors, il aurait eu besoin de le faire en série. Ouais. Mais bon, là, c'est un film de 2h30, donc il était vraiment un peu bloqué par ça. Et le film, s'il n'avait pas eu ces moments de flashback, aurait pas fonctionné sur le côté émotionnel en fait, donc il y aurait eu un énorme souci aussi et il aurait été complètement déséquilibré. Donc non, c'est juste qu'il faut le noter quand même, je trouve que voilà, ça aurait pu être quelque chose d'un peu plus quali s'il avait tenté autre chose, mais bon, voilà. Mais non, mais au niveau de la réal, toi tu lui donnes quelle note? Moi je lui donne A, sans broncher. Hein. Ouais, bah pareil, je te donne A aussi parce que c'est ultra quali, ultra clean, ultra rythmé et y a rien à dire quoi. Si tu sens que ton film qui fait quand même 2h30, faut le rappeler, 2h30 c'est long, hein, passe pas comme une lettre à la poste, mais en tout cas passe très très bien. Ouais. Alors qu'il y a des films dernièrement qu'on voit 2h30, 3h, c'est un peu compliqué, on regarde la montre. Bon, là, ça veut dire que ouais, non, il a réussi son taf, quoi, et que ça fonctionne parfaitement. Mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, dans ce que Marvel a à nous proposer depuis 4-5 ans, seul James Gunn est capable de nous proposer ça, quoi. Enfin, nous a proposé ça en 4 ans. Facile. Complètement. Complètement. Et voilà, comment ne pas mettre un A quand tu viens de dire une phrase pareille? On a toujours été en quête d'une famille, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts pour une dernière virée? Allez, parlons de l'acting désormais, puisque c'est un film choral. On le sait, depuis les débuts en 2014, c'est un film d'équipe. Ce n'est pas Avengers, mais ça pourrait l'être en réalité, hein, tellement il y a de personnages. On retrouve évidemment Chris Pratt en Star-Lord, Peter Quill, on retrouve Zoé Saldana en Gamora, qui a un petit peu changé du coup d'un point de vue scénaristique, Dave Bautista, Karen Gillan, Pomme Clémentieff qu'on avait déjà vu dans le 2e épisode, Vin Diesel en Groot, qui doit aller faire 4 phrases dans le film à peu près. Ça a pas dû lui coûter beaucoup trop de temps hein, de tourner là-dedans. Bradley Cooper qui lui pour le coup a dû faire beaucoup de doublage. Peut-être commençons par parler de lui. Et non, justement, c'est ce que j'ai lu récemment. En fait, Bradley Cooper n'a pas doublé la version jeune de Rocket. Okay. Il a juste doublé comme d'habitude Rocket adulte. Bien sûr. Donc c'est le frère de James Gunn qui joue aussi dans le film, qui a doublé la version jeune de Rocket. Donc Bradley Cooper en fait, Sean Gunn exactement. Sean Gunn en fait... qui d'ailleurs pour la petite anecdote, excuse-moi de te couper, vas-y. est la personne qui incarne Rocket en motion capture sur les plateaux de tournage, puisque Bradley Cooper n'est jamais sur les plateaux de tournage des Gardiens, et c'est Sean Gunn qui est dans le costume à ce moment-là. Donc, exactement. Le cercle est vraiment... la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Quoi. Complètement. Donc finalement, Bradley Cooper, pas tant, mais par contre, il le fait encore super bien quand il est adulte. Il est excellent. J'adore la façon dont il module sa voix. Il est vraiment, vraiment très bon. Ce côté hargneux, où il garde tout en lui, il serre les dents, c'est très, très cool. Mais la version jeune est très bien aussi. Sean Gunn le fait très, très bien pour Rocket. Donc là-dessus, rien à dire. Et le reste de l'acting...
tout le monde déteste Chris Pratt. Aujourd'hui, c'est bon, c'est acté. On n'aime pas Chris Pratt. C'était un génie de l'humour avant. Maintenant, c'est un mec chelou. Et en fait, c'est redevenu un mec plutôt cool dans Les Gardiens de la Galaxie 3. En fait, finalement, il est pas si mauvais. Moi, Chris Pratt, j'aime bien depuis Parks and Rec. J'aime bien, voilà, depuis tout ce temps-là, même depuis Les Gardiens 1. Puis après, il a eu une carrière qui commence à être un peu bizarre, un peu, un peu classique, je trouve, dans la forme. Oui. Et on avait un peu oublié en fait l'humour de Chris Pratt. Et en fait, il est super drôle quand il veut, il est très très bon. Et en même temps, il arrive aussi à apporter de l'émotion comme jamais, notamment dans celui-là. J'étais très surpris en fait vraiment de la capacité de Chris Pratt à pouvoir nous émouvoir aussi vite, de passer du rire aux larmes, comme on dit. Non mais voilà, vraiment, il est très doué et j'ai passé un très bon moment. Franchement, je l'ai trouvé très bon dans le rôle de Star-Lord. Et puis, non, franchement, là-dessus, rien à dire. Pour le reste du casting, ça reste les mêmes. Ça reste assez standard. Ouais. Pas très impressionné par Chris Pratt en dehors de certaines scènes particulières d'émotion, comme tu le disais. Bon, après, tout le reste, c'est vraiment des personnages qui ont vocation première de faire rire. Je pense à Drax, je pense à Mantis, je pense à Nebula, qui fonctionnent toujours aussi bien. Ouais. Il y a un vrai trio d'ailleurs qui se met en place à certains moments et c'est vraiment très cool. On peut mentionner Zoé Saldana qui joue complètement l'inverse de ce qu'elle jouait précédemment en fait. Elle rejoue un peu ce qu'elle jouait dans le premier quoi. Voilà, ouais. En fait elle revient un petit peu à son état premier et assez intéressant de la revoir comme ça. Après voilà, ça n'a pas besoin elle n'a pas besoin de trop tirer sur ses cordes d'actrice dans ce film, on va pas se mentir non plus. Non, ça va. Moi j'adore Pomme Clémentieff en Mantis. Ouais. Elle me fait mourir de rire. Je trouve qu'elle se donne à fond en fait, et elle est très bien écrite en fait. Ces blagues sont très drôles, et en plus elle prend un peu d'ampleur et tu sens que James Gunn l'aime aussi quand il l'écrit. Et Drax c'est pareil et tous les autres persos c'est pareil. Mais elle était un peu teubée dans le 2. Elle était vraiment nanana, c'est un petit chien ou je sais pas quoi en parlant de Rocket. Puis maintenant en fait elle arrive à être beaucoup plus philosophe sur la vie, à faire des vannes un peu plus élaborées et tout. Et je trouve ça cool en fait parce qu'elle évolue. Les personnages ont évolué en fait dans le J'aime bien le fait que certaines vérités qui sont difficiles à dire, c'est Mantis qui les dit. Oui. Et d'une façon détournée, mais elle le dit quand même en fait. Et il y a ce côté sans filtre dans ce personnage qui va super bien, je trouve, à Pomme Clémentieff, et ce côté un peu éthéré et léger qu'elle peut avoir et qu'elle apporte à Mantis, qui est super bien amené, je trouve. Carrément, non, il y a un côté innocent qui marche très bien avec elle, et c'est un super perso, j'aime beaucoup ce perso. D'ailleurs, dans le Holiday Special qui était sorti sur Disney+, on voyait Drax et Mantis aller chercher Kevin Bacon pour le ramener en cadeau à Star-Lord, c'était rigolo, et elle fonctionnait très bien. Moi, j'ai regardé le truc avec grand plaisir, et pourtant, c'est des personnages secondaires, quoi, mais ça fonctionnait très bien. Donc, moi, préciser, vas-y. Parce que je te fais une petite digression au moment où tu parles du Holiday Special. C'est pas du tout nécessaire d'avoir vu le Holiday Special pour regarder le troisième film. Il y a une toute petite référence à la fin dans la dernière scène post-générique à cet endroit-là, mais honnêtement, voilà, vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est rigolo, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ouais. Après, avant de terminer, vas-y. Avant de terminer sur le casting, j'aimerais bien qu'on parle quand même du bad guy. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qui est joué par Chukwudi Iwuji dans le rôle du grand évolutionnaire, j'imagine que ça se dit. Ouais, c'est ça. Qui, honnêtement, alors je trouve qu'il est extrêmement bien écrit ce personnage. On lui donne vraiment beaucoup de choses intéressantes à jouer, des motivations, ce qui est quand même rare pour un film Marvel, d'avoir des vrais enjeux. Pour le bad guy, et il le fait mais super bien en fait. Ouais, il est très bon, très très bon. Il est toujours sur la brèche, sur la ligne. Là, on sait pas trop s'il va d'un coup tordre le cou au personnage ou les caresser dans le sens du poil. Non, c'est un très bon acteur déjà, un peu inconnu, même s'il a joué dans Peacemaker de James Gunn aussi, okay. Hein, la boucle est bouclée, encore une fois, mais c'est un très très bon acteur, et ce personnage est très cool. C'est vrai que ce méchant est très cool, parce que tu sais pas jusqu'où il peut aller, tu sais même pas jusqu'en fait ses pouvoirs
sont un peu cachés et tu sais pas vraiment ce qui le motive, quoi. Et donc non, c'est au début en tout cas. Et ce qui est très bien fait, c'est très bien écrit. Ça marche très bien encore une fois avec l'équipe en fait. Ces motivations sont liées, voilà. Aux problématiques de l'équipe des gardiens. Donc non, c'est un très bon perso et j'aime bien aussi l'ambiance qu'il y a dans sa base, entre guillemets, en tout cas tout ce qui est mis en place autour de lui, une sorte de sans spoiler, mais de scientifique nazi un petit peu. Il y a un côté un peu, voilà, Dr Mengele de l'espace, quoi. Complètement. Et c'est cool, en fait, c'est bien foutu, quoi. Évidemment light, hein, mais très light. Oui. Mais voilà, il y a ce côté un peu comme ça et qui est un peu terrifiant, quoi. Un peu terrifiant et j'aime bien. Franchement, c'est un super personnage, quoi. Et très bien incarné. Très bien incarné. De fou. Je crois qu'on a évoqué à peu près tous les personnages qu'il faut évoquer. On avait parlé de Will Poulter en Adam Warlock tout à l'heure, donc voilà, on va pas en reparler, mais lui, c'est une petite déception par contre. Quand même. C'est une petite déception parce que pour le coup, je trouve qu'on l'utilise pas beaucoup. Alors, il a certainement beaucoup apprécié jouer comme ça. Il fait preuve d'autodérision quand même. C'est cool, mais c'est vrai que ça va pas très très loin, quoi. Non, malheureusement. Non. Ouais. Donc niveau acting, je vais pas mettre un A. Je trouve que c'est bon, donc je vais mettre un B. Ouais. Mais ça va pas être très bon. Ce qu'on leur demande, ils le font bien, mais c'est pas non plus stellaire, quoi. Non, moi je vais mettre un B aussi, je te suis là-dessus. Je pense que c'est un épisode, on va être très très d'accord. Ouais. On va être sur la même ligne. Mais non, vraiment un B, c'est déjà pas mal, un B, hein, c'est cool. Hein, donc ça fonctionne très bien, on se marre. Il y a aucune fausse note. Je veux dire, on se dit pas, oula, lui, mal casté, ça fonctionne pas trop, quoi. Même les personnages secondaires, on voit du Stallone, on voit Nathan Fillion, qui a un rôle assez conséquent finalement dans les Gardiens 3, rigolo et tout. Donc non, ça fonctionne bien. Tu sens qu'il a invité ses potes aussi. Oui. Et ses potes se marrent. Il a invité sa femme aussi, qu'on avait vu dans Peacemaker. Et c'est pas des mauvais acteurs. Donc non, franchement, ça fonctionne bien. Donc un B aussi. Ouais. Double B pour le casting des Gardiens 3. Nous nous envolerons tous ensemble. À travers l'infinité. De ce merveilleux ciel. C'est désormais l'heure de parler du design. Dernière section de cet épisode de Pop Tier. Vous le savez, le design, ça nous permet de noter la musique, les décors, les effets spéciaux, etc., etc. Et pour le coup, les Gardiens de la Galaxie 3 fait l'effort d'aller chercher le design, on va dire, un petit peu différent. Moi, il y a des moments où je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire pour designer un truc pareil? Il y a notamment toute une séquence dans une planète qui est extrêmement organique, super chelou, avec des costumes, du coup, des gardes qui sont encore plus chelous, et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'étais mort de rire. Il y a un côté dégueulasse sur cette planète, c'est vraiment, c'est de la peau, en fait, c'est des tissus humains, c'est organique, c'est des fluides, c'est dégueulasse. La forme de la planète ressemble quand même à un trou du cul, je suis désolé. Vraiment, c'est pas fait autrement, c'est vraiment ça. Il y a un côté 70s assumé à mort avec la couleur des combinaisons rouge, bleu, jaune, etc., vert, c'est rigolo. Le côté Power Rangers aussi, je trouve un peu hommage aux Power Rangers. Among Us je sais pas. aussi. Among Us, exactement, complètement Among Us. Voilà, et c'est vrai que cette planète, quand ils arrivent là-dedans, tu fais waouh, c'est un délire. Et c'est super bien fait parce que vraiment, il y a un côté évidemment cheap, et en même temps ultra assumé, parce que ça fonctionne très très bien. Il y a un côté Star Trek, il y a un côté vraiment Flash Gordon, il y a un côté vraiment nul en fait là-dedans, et j'adore. Franchement, j'adore. Je trouve ça ultra malin, ultra intelligent, et ultra bien designé. C'est cheesy, mais on y va tellement loin dans les valeurs de production que Marvel sont capables d'assembler, en fait, que ça fonctionne quand même. C'est ça qui est dingue. Et j'ai dit, mais attends, donc ils ont validé ces concept design-là, et certainement parce que James Gunn s'est dit, on y va à fond, quoi. Et effectivement, c'est vraiment rigolo de voir ça. Et à côté de ça, mais même d'un point de vue effets spéciaux, c'est parfait en fait. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Rien que le design de Groot, le design de Rocket, le design de tous les autres persos. Il y a des effets pratiques, ça c'est cool. J'ai l'impression, tu vois, on en parlait hors antenne dans Donjons et Dragons. Ce côté pratique, effets pratiques, etc.
je trouve ça cool que ça revienne un petit peu au cinéma, qu'on ait des animatronics, qu'on ait des maquillages. Là, il y a beaucoup d'humains maquillés pour ressembler à des aliens. C'est pas juste de la 3D, c'est pas juste du CGI. Il y a toute une séquence où il y a plein de personnages qui sont maquillés. Et ça rend bien, en fait. Ça fonctionne très, très bien. Donc ça, c'est côté design perso, etc. Niveau décor, on en parlait avec cette planète chelou, mais il y a aussi... Bon, je vais appeler ça la base du méchant, mais en fait, c'est pas vraiment ça, mais voilà. Qui est très poli, qui est très peut-être pas épuré, mais il y a un côté avec des lignes très, très construites, etc. C'est pas très clair ce que je dis, mais bon, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. Et il y a beaucoup d'idées aussi de nouvelles planètes. Nowhere, on l'avait déjà un petit peu vu. Alors, je trouve que Nowhere fait un petit peu studio, parfois. Oui. On voit un peu le studio, malheureusement. Mais derrière, comme tu dis, il y a aussi une production value de fou. Donc les détails, ça fourmille de détails partout. C'est trop cool. T'as des écriteaux en langue alien, t'as des costumes de malades, etc., etc. Donc non, là-dessus, ils se sont fait plaisir aussi, quoi. Et on voit que c'est du décor qui a été construit. Oui, voilà. Parce que il l'a dit d'ailleurs pendant la phase de promotion du film, James Gunn ne conçoit pas de tourner dans un volume. Vous savez, le volume, c'est cette technologie qui permet d'étendre en réalité les limites de son décor avec des panneaux LED dans une espèce de bulle, ce qui est très très utilisé dans Mandalorian par exemple, et qui finit par se voir pour l'œil un petit peu habitué. Et là, du tout, c'est pas du tout le cas. Vraiment, tu vois qu'ils ont construit des trucs et que quand il faut étendre, il y a du fond vert, quoi. Mais la plupart du temps, le décor est là et c'est palpable et ça se voit. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir réussi à maintenir ça. Donc ça, c'est pour les décors. Et puis, il faut parler musique. Comment ne pas parler musique quand on parle des Gardiens de la Galaxie 3 ? Encore une fois, on est sur la playlist, on va dire... alors pas standard, hein, mais très rock des années 70-80. On se permet d'aller un petit peu plus loin d'ailleurs dans les années par un truchement scénaristique vers la fin du film. Mais au début, il y a du Radiohead. Hein. Donc, ouais, quand même. Donc c'est... Bon, évidemment, c'est la plupart du temps, c'est des morceaux qui sont relativement connus. Mais toujours très agréable à écouter dans un film comme ça. Et puis j'aime bien le fait qu'on fait quand même toujours l'effort de garder ça un peu dans la diégèse du film, de se dire ce morceau-là il apparaît là dans nos oreilles, mais parce qu'il y a un personnage qui est en train de l'écouter. C'est ça. Soit il est en train d'écouter avec ses écouteurs, soit il le diffuse via des haut-parleurs, etc. dans la ville et tout. Donc non, c'est très bien foutu. Alors bon, la BO du 1, elle est folle. On le sait, elle est intouchable, intestable. Elle est super. Je la réécoute de temps en temps. Franchement, il a fait un travail de curation de malade mental pour le 1. Le 2, j'étais très déçu. Je l'ai trouvé facile, en fait. Tu vois, je sais pas, Sweet Lord pour Star-Lord, etc. Enfin, tu vois, My Sweet Lord, je trouvais ça un peu facile. Il y avait plein de chansons un peu faciles et attendues, je trouve. Oui. Dans le 2. Et là, le 3, il s'est un peu sorti les doigts et je la trouve très sympa, cette BO. Je la trouve très cool parce que quand même, tu passes de Radiohead à Earth, Wind & Fire, ensuite t'as du Alice Cooper, t'as des Beastie Boys, t'as plein de trucs et comme tu l'as dit, c'est intradigétique. Il y a vraiment ce truc, il met les Beastie Boys dans les oreilles, il fait OK, No Sleep Till Brooklyn, c'est on va tout défoncer, on y va, quoi. Et spoiler, c'est juste avant la scène du couloir et là, tu fais c'est cool. Enfin, c'est exactement ce que t'as envie d'entendre à ce moment-là, quoi. Donc non, franchement, il a bien bossé et encore une fois, c'est pas trop facile sur cette BO parce que j'ai fait des petites découvertes et je pense qu'il y a plein de gens qui vont kiffer naviguer à travers ces années-là, ces styles-là. Il n'y a pas que du rock, évidemment c'est son style de prédilection le rock, mais il y a quand même un peu de funk, il y a quand même un petit peu de hard rock et tout, donc c'est pas mal. Franchement la BO elle est super. Non, la BO elle est très très bien. Grave. Et puis, on n'oublie pas aussi le terme orchestral des Gardiens de la Galaxie qu'on remet aussi là-dedans. Composé par John Murphy, je crois. Sûrement. Faudrait vérifier. J'avoue, j'ai plus l'info. Mais en tout cas, voilà. D'un côté design, je trouve qu'on assure vraiment le principal et on va même plus loin que la plupart des films Marvel sortis ces dernières années, quoi. Ouais, complètement. Donc moi, niveau design, je mettrais bien un S. Oh, joli. C'est peut-être beaucoup, mais je mettrais bien un S parce qu'en fait, ça fait plaisir d'avoir un truc qui sort un peu des sentiers battus dans l'idée. Un truc très frais, un truc très coloré. On l'a peut-être pas précisé, mais c'est extrêmement coloré. Moi, j'adore ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de ça dans un truc fun. Voilà, faut que ce soit coloré. C'est surtout que dans un film Marvel où la plupart des films Marvel sont tout gris
ou tout marron. Bah voilà, ouais. Bon, ça fait plaisir quand même d'avoir un peu de couleur, quoi. Tu passes de Ant-Man 3 à ça, waouh, merci d'avoir tenté des choses et d'avoir un petit peu d'idées de design, quoi. C'est cool. C'est une bouillasse marron dans Ant-Man 3, alors que c'est censé être un nouvel univers et on s'emmerde. Alors que là, on connaît déjà l'univers, mais il arrive quand même à renouveler le truc, à avoir des idées et tout, à proposer des choses nouvelles. Moi, j'adore. Donc ouais, je vais peut-être loin, mais entre les costumes, les décors, la zik, tout ça, moi, je mets un S. Ouais, c'est un S qui peut être mérité. Moi, je mets un A parce que je suis un petit peu moins dithyrambique, mais honnêtement, j'ai passé un super moment. Et en fait, tout ça, ça participe du fait que le film, nous, on vous le recommande en réalité. Qu'on a un S et un A en design, ce qui est du coup les meilleures notes de ce film, enfin la meilleure note de ce film. On a au total 5A, 2B, 1 S, ce qui donne une note moyenne finale assez facile à déterminer, puisqu'on a 5A. C'est donc un A pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, un film qui a tendance à me réconcilier un petit peu avec ce qu'est en train de faire Marvel depuis ces dernières années. J'ai hâte du coup de voir ce que James Gunn va nous proposer dans les prochaines années chez DC, parce que tu sens que il y a quand même une vraie vision d'auteur, quoi. Il y a une volonté de faire bouger les codes, de s'amuser avec le matériau, de profiter des dizaines et des dizaines de millions de dollars qu'on lui donne pour faire quelque chose de différent, et ça quand même, c'est suffisamment rare pour être noté, quoi. Complètement, mais tu vois, je te rejoins, mais moins que de savoir ce que va faire Marvel dans le futur, c'est plus ce que va faire James Gunn avec DC qui m'intéresse. Parce que là, l'auteur se barre de chez Marvel, il arrive chez DC, et là, c'est plus intéressant je vais pas répéter ce que tu as dit, mais vraiment, il y a cette envie de ma part de découvrir de nouveaux univers grâce à lui, et j'espère que lui va embaucher des gens qui lui ressemblent, ou en tout cas des personnalités qui le touchent et qui peuvent aussi amener des nouvelles choses dans le monde des super-héros au cinéma. Chez Marvel, on va pas se répéter, mais il y a ce côté un peu fatigue. Il faut qu'ils débauchent des auteurs, en fait. Il faut qu'ils arrivent à embaucher plutôt des gens qui savent avoir des visions, en fait, qui vraiment proposent des nouvelles perspectives à des super-héros qu'on connaît pas forcément non plus. Tu vois, les Gardiens, c'était une surprise en 2014. On s'attendait pas à avoir un choc comme ça, quoi. La créativité, je pense que c'est le maître mot de tout ça. C'est ce qui va commencer à manquer côté Marvel, qui commence déjà à manquer en vérité, et trouver un petit peu l'élixir de jouvence qui va leur permettre de relancer tout ça d'un point de vue créatif, d'un point de vue visuel, d'un point de vue scénaristique, tout ça, quoi, en fait. Donc voilà ce qu'on pense des Gardiens de la Galaxie volume 3. En tout cas, on vous le recommande. Le voir au cinéma. C'est un vrai plaisir de dire au revoir à ces personnages de cette manière-là, et voilà. Donc si vous avez aimé le 1, le 2 aussi, et vraisemblablement que vous aimerez le 3. Si vous appréciez le style Gunn, en toute vraisemblance, vous êtes déjà allé le voir, mais c'est le petit macaron validé par PopTier est apposé présentement avec cette note moyenne finale de A. Et c'est déjà la fin de notre épisode. Si vous avez apprécié le podcast, prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et laissez un petit commentaire, ça nous aide toujours. Pour recevoir les prochains épisodes, il vous suffit simplement de vous abonner au flux du podcast sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien rater des dernières actus pop culture. Et on a aussi une chaîne YouTube et Dailymotion pour ceux qui souhaitent découvrir nos visages. Qui sont très beaux d'ailleurs. On vous invite aussi à écouter nos épisodes spéciaux Pop News qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment. C'est un format différent à retrouver chaque semaine dans notre podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Pop Tier. À très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut tout le monde. La terre est fermée pour la journée. Ramassez vos affaires et rentrez tout de suite à la maison.